restituer, de restituer un monde, un Dieu dans leur monde, et se tourne en victime. Donc il y a une sorte de... en fait, je crois qu'il y a une analyse bien précise du fascisme comme mécanisme des classes. Donc d'un côté, il y a ce monde qui se tourne en victime, c'est une inertie qui les rend complices objectivement. Ce n'est pas une complicité, mais c'est objectivement une complicité avec les nouveaux pouvoirs qui sont en train d'émerger, non? Les pouvoirs fascistes. Donc une complicité objective des classes, des structures économiques. De l'autre côté, il y a la famille de Giorgio, donc c'était une autre couche sociale, c'est un univers des petits commerçants, des petits entrepreneurs, pas ces petits commerçants, c'est la moyenne bourgeoisie qui commence à subir un processus elle aussi de prolétarisation. Et c'est là pour ouvrir disons, deux voies, c'est-à-dire que bon, l'effet même qui, je crois, ça, on pourrait en parler, je pense que c'est intéressant qu'il n'y a pas de résistance ici, il n'y a pas de résistance, mais ce qui nous montre cette analyse précise des cycles, c'est qu'objectivement, ceux qui ne sont pas intégrés dans les systèmes économiques vont devenir objectivement des résistances. Un peu ce qu'on avait vu l'autre fois avec le général de la Louvre. Même dans Rostellini, il y a les mêmes types d'analyses sur la résistance, sur cette idée de résistance comme le fait que les résistants n'est ni une victime, ni un héros, ni un martyr, mais c'est quelqu'un qui se trouve au dehors, objectivement exclu du système de production. Donc, c'est tout, c'est pas dit ouvertement, mais c'est une analyse très poussante, je pense, des classes aussi, sur la résistance et sur l'antifascisme. N'oublions pas qu'il y avait déjà un antifascisme du début du fascisme en fait, en Italie. Il y avait un réseau clandestin, il y avait beaucoup de nouveaux néo-communistes, du parti nouveau néo-communiste qui étaient en prison, en exil, et qui, de là, commençaient déjà même à, à créer ce qui seront les structures qui permettront militairement à la résistance au nord des systèmes, non? Parce qu'il y avait déjà un travail approfondi, même théorique, sur une société différente à construire ici et maintenant. Et ça, je trouve que c'est un aspect intéressant, le fait d'être objectivement dans une position de résistance pour le fait de n'être pas intégré dans un système de production, dans un système économique de classe. Ce qui ne sera pas pour la famille de Finzi Contini. Bon, à un jardin, on s'est substitué à un autre jardin, que celui en fait, de la guerre, des camps de concentration. On n'aura pas. Bon, ils s'attendent passivement. La description de la non-socialiste du champ de concentration, lequel il décrit comme un champ de vacances un peu méchant, un peu beaucoup méchant, mais c'est un camp de vacances. C'est pas, il ne le décrit pas autrement qu'un autre jardin, justement. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose à poser? Je sais pas, Madame Maman, que je ne sais pas. Bonsoir. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai des origines italiennes et j'ai un grand-père qui était militaire, qui fait partie de ces Italiens qui ont quitté l'Italie dans les années 20. Il avait des terres, il était à Terraspe, et finalement, il n'a pas pu faire autrement. Il a pu partir parce qu'il a laissé toutes ses terres. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans le film de Vittorio De Sica, qui est très beau, il ne dit pas vraiment les dates. Mais en fait, l'Italie. Oui, mais bon, j'ai pas fait attention. Mais depuis la déclaration des lois contre les lois de la race. Qui n'ont pas commencé au début des années 20, c'était pas encore ça. Mais ce que je voulais dire, c'est par exemple à la différence de la France, puisque moi, de toute façon, je suis née en France, où j'étais trop jeune. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand les Allemands sont arrivés, il y avait déjà eu avant Mussolini, et en fait, les Italiens, donc c'était quand même un régime de terreur qui a fait que les Italiens qui n'étaient pas d'accord avec
où ils étaient en prison, où beaucoup ont fui. Donc effectivement, déjà, parce que vous parlez de résistance, on la sent pas tellement là, parce qu'en fait, c'est déjà une chape de ciment, si je puis dire. Alors effectivement, l'arrivée d'Icare a commencé à mettre, je crois, les lois raciales, qui n'étaient pas, au début, les fascistes, enfin, sous Mussolini, purement Mussolini, ils n'étaient pas spécialement anti-juifs. Ce qui est d'ailleurs marqué, ils pouvaient encore. Et puis, effectivement, l'arrivée des nazis a fait qu'il y a eu une collaboration et petit à petit, les lois ont commencé à se faire. Ce que je voulais dire, effectivement, la résistance, c'est déjà un pays très Non, la résistance, ça qui est va déjà débuter bien après. préparé, en tout cas à ce qu'est une société qui règne sur la terreur. Oui, oui. Voilà, Non, mais c'est vrai que selon ce qu'il dit, il va de 38 à 43, donc la résistance n'a pas encore commencé. Parce que la résistance véritable commence en 43. Mais c'est vrai que les Italiens qui sont venus surtout en France, après ils sont rentrés parce qu'ils ont appris à combattre ici pour aller en Italie à faire la résistance. Il y avait déjà eu la guerre d'Espagne. Mais c'est vrai, il y a 20 ans Parce que je veux des dire, régimes. déjà dans un régime, Oui, dans le régime, la marche, souvent c'était 22. Mais c'était plus progressif, oui, parce qu'en fait, on a toujours la monarchie. Jusqu'à la fin, il y aura la monarchie. Donc, on n'a jamais eu, par exemple, même au niveau constitutionnel, un changement des structures. Plutôt, il y a eu chaque fois des lois qui ont été ajoutées pour changer. Donc, à partir de 1906, les lois fascistisme. Donc, les fascistes, petit à petit, est devenu même les partis national-fascistes en dans l'État constitutionnel, les grands conseils du fascisme. Donc, c'était plutôt vers. il y a le film de Bernardo Bertolucci qui montre très bien l'arrivée du fascisme. Donc c'est avant ce film, et avec Depardieu. Après. Oui. 4 ans après. 1900, ça se passe C'est là où ce sont des passages justement incrémentiels au niveau juridique ou au niveau. le début de Jean-Marc. société. Oui, c'est. Il film parla della loi razziale, è tranquillo. Vers la fin, oui. Non, mais c'est parce que vous avez dit au début qu'on voit un peu des résistants, qu'il n'y en a pas vraiment, mais ce que j'expliquais, c'est Résistant objectivement. Oui, non, je dis objectivement, c'est la l'Italie était. Non, c'est que le site sur la résistance. On est ça. Les racines. La question, c'est que. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que là, on parle d'un cas spécifique de l'implantation de la résistance dans un pays qui est déjà sous fasciste, une dictature totalitaire. C'est ça que je voulais dire. Oui, si je peux me permettre, Mal exprimé. le film implique deux types de contextualisation, deux types de mise en intrigue, pour parler comme le premier, c'est celui de la représentation de l'antifascisme à travers le film au moment où ce film a été tourné. Et effectivement, je suis d'accord avec Enrico Persico, ce qui est très, très net par rapport notamment au premier film de Rossellini, c'est que ça n'est pas les Italiani per Vigenti et ça n'est pas non plus le Tedesco pervers. Bon, on voit des films où on voit des Allemands, mais sinon la machine répressive, c'est celle de l'appareil fasciste. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point de contextualisation, c'est de remettre justement, puisqu'on a parlé de 1938, c'est de remettre dans le contexte historique les événements qui sont dans le film de De Sica et dans le roman de Passani. Et là, ce qu'il faut rappeler, c'est que les lois antisémites datent de juillet 1938 et qu'il y a un rapport très ambigu du fascisme à la question antisémite dans la période qui précède. Puisque ce sont des gens de la bourgeoisie de Ferrare, le podestat de Ferrare était un juif, de la même manière que le ministre de l'économie et des finances, Guido Jung, était un juif, et il y a un rapport très ambigu de Mussolini à l'égard de l'antisémitisme, parce qu'il y a un certain nombre de ces textes qui sont effectivement antisémites, explicitement, et puis il y a d'autres périodes où c'est nettement plus ambigu. Donc il y a un problème de l'explication, parce que là il y a un débat entre historiens sur le moment et pourquoi il y a eu ce type de dérapage.
Là, il y a quelques éléments qui permettent de le rappeler. Il y a une logique qui va déboucher sur Difesa de la Razza et qui commence aussi avec les guerres coloniales. Avec la représentation, il y a un moment où on voit le mot negro, hein, parce qu'on voit l'image, le juif, le noir et l'italien. Donc ça me paraît important. Alors ça, donc on voit la continuité depuis 1938, les premières lois, disons, d'interdiction de profession, et puis après, on marche vers la déclaration de guerre, avec le discours de Mussolini sur la déclaration de guerre, et après, on fait référence à l'armée qui va se retrouver en Russie, bon, voilà. Alors donc, je le disais bien, deux contextes dont il faut tenir compte. Le dernier point, c'est que je voudrais vous demander de préciser ce que vous avez dit avant le début du film sur le rapport avec Derrida et l'Unitas. Oui, en fait, cela a à faire avec ce que vous venez de dire, avec le fait qu'il ne s'agit pas d'un ennemi extérieur, non, qui est le courant nazi, mais c'est un ennemi intérieur qui est les fascistes. Quelque chose que la même société italienne a produit, et donc la même société italienne, donc, Fasciste. donc société fasciste, justement. Fasciste. Et la chose intéressante, c'est quand Derrida parle du paradigme anti-militaire, elle est fait après le 11 septembre, donc toute la question du terrorisme, qui déclenche de nouvelles guerres, non, des guerres humanitaires. Et les paradigmes humanitaires, c'est intéressant parce qu'en fait, ce n'est pas l'effet disons, on produit des mécanismes, quelque chose qui est contre soi-même, mais contre le système immunitaire, contre ce qui nous permet de comprendre que nous sommes en train de nous détruire. Donc, c'est intéressant aussi l'ambiance de l'école, en fait, parce que les fascismes, c'est part aussi de là, non? C'est apprendre, c'est une société qui devient petit à petit, que ça devient totalitaire, un autoritarisme qui, comme disait Anna Arendt, est toujours totalitarisme, parce que l'autoritarisme, c'est aussi l'expropriation de l'imaginaire, non? C'est quelque chose qui couvre tous les aspects de vie quotidienne, et donc ça devient totalitaire, en définitive. Ceci, c'était même par rapport aux périodes où le film était tourné. Donc, les 68 étaient passés, 69, mais on discutait dans un très grand débat dans la cinématographie italienne. Les débats concernaient même les rapports entre un parti communiste qui était hégémonique, disons, mais pas dominant, et tous les mouvements de contestation étudiants. C'est le moment où il est sorti Le Terroriste, un film que je vous conseille, c'est un film sur un anarchiste qui sort du CLN, même s'il normalement il dépend directement du parti d'action, et c'est joué par Gianmaria Volonté. Il sort et commence à faire des attentats à Venise, et le Parti communiste il dit on arrête les attentats parce qu'il faut que l'archiviste Covade nous aide à libérer les 40 personnes qui vont être tuées. Et lui, il continue à faire des attentats. Parce que, et ça, c'est exactement ce que tu disais, c'est les gens qui n'ont rien à faire de la discipline, parce que la discipline est quand même une discipline militaire, même si c'est le CLN. Donc on a ce type de résistants qui sont des résistants. Et ça, c'est exactement les liés aux Brigades Rouges. Parce qu'aux Brigades Rouges, au terrorisme des années 70. Le terroriste, c'est de 73, je pense, si je me trompe pas. Si je peux me permettre, juste, Oui. en fait, la question c'était tout dans les intellectuels italiens, et donc surtout les réalisateurs, c'était les cinémas qui ont fait partie de la culture italienne, jusqu'à la fin des années 70. Et donc, c'était justement sur la notion de conscience des classes, à savoir, était suffisant avoir une conscience des classes pour justifier une position révolutionnaire dans notre société, la société actuelle. Donc, il y avait une réponse
comme celle des Visconti, par exemple, qui est toujours une réponse négative dans le sens que pour Visconti, évidemment, dans une vision gramscienne, historiciste, il faut pas seulement la conscience des classes, il faut et la conscience des classes et une position des classes. Donc c'était les partis qui devaient créer ça. Donc les partis, en termes gramsciens, c'est l'intellectuel organique. Pour cela que Visconti, dans tous ses films, dans ses cycles 69, 76, il tourne, il enregistre toujours un échec des révolutionnaires, d'un type de révolutionnaire, quelle que soit la classe à laquelle elle appartient. Et De Sica et même Rossellini ont une autre, je pense, réponse, à savoir pour eux, la question est vraiment, je ne dis pas si c'est mais objective, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas des positions révolutionnaires, mais des résistances comme ceux qui résistent toujours à cette totalité, non, que c'est de nous prendre, absorber. Donc, les résistances, ce sera Anna Magnani, par exemple. Anna Magnani est la figure classique, non, qui est gravée dans notre mémoire. Même si elle n'a pas de conscience politique, mais pour les faits même qu'elle exclut totalement des rapports de classe. Et aussi les escrocs, le général de la Rovere, ou Pasolini, ça sera la position classique de Pasolini, le sous-prolétariat en tant que tel est dans une position de résistance, disons. Et donc, par exemple, j'ai terminé comme ça pour écouter Mamma Roma, dans Mamma Roma, et c'était avant, en 62, en fait, la protagoniste était une prostituée, était jouée par Anna Magnani. Et pendant tous les tournages, dans les scènes, Pasolini reprochait Anna Magnani d'avoir un regard trop petit bourgeois, que ce n'était pas celui qu'il cherchait pour la protagoniste, pas parce qu'il avait une sympathie pour ce personnage prostitué, mais parce qu'elle devait incarner vraiment un autre type, type de personnage qui exclut totalement des désirs, des boom économiques. Bon, micro, monsieur. Vous aussi, là, au fond? Évidemment, ce film est absolument extraordinaire, ce film de De Sica. Mais ce que je constate tout de même, c'est que les gens, finalement, le peuple, ils ne résistent pas au fait que d'habitude il y a une tradition, quand même, une tradition révolutionnaire en Italie depuis le XVIIIe siècle, depuis Garibaldi, etc. Et on est quand même étonné qu'on ait si facilement enfermé des juifs comme ça, parce qu'ils sont juifs. Et le film le montre très bien. Il y a aussi quelque chose comme qui est frappant dans ce film, c'est le fait que c'est le jardin de Vizi Contini, c'est le jardin, le paradis, en fait, en quelque sorte, presque religieux, hein, d'une part. Donc il y a une espèce d'antagonisme religieux entre le christianisme et le judaïsme. Mais il y a aussi, comme vous l'avez peut-être souligné dans votre conversation, il y a aussi une espèce de conscience de classe. C'est-à-dire dire, mais ce sont des gens très riches, après tout, on n'en a rien à faire qu'ils soient enfermés. Et alors, après tout, qu'ils soient juifs, eh ben, tant pis. Hein, voilà. Donc, ce qu'on voit dans ce film, c'est qu'on voit une symbolique du racisme mais évidente, et que le peuple lui-même, qui est un peuple qui est traditionnellement complètement entraîné à l'opposition, ne s'est pas opposé. Au départ, Mussolini, il donnait quand même des éléments sociaux, comme l'a fait au début Hitler. Et lui, il a voulu se conformer aussi, quelque part, même si c'était juif pas juif, à ce que proposait Hitler pour pouvoir, en fait, mener à bien ses objectifs. Entre parenthèses, il ne faut pas oublier qu'en 1943, il y a eu la prise de Salonique, qui était une ville pratiquement juive, par les Italiens, et que les Italiens ont été repoussés de façon saisissante par des résistants grecs, et ils ont appelé les Allemands à leur rescousse pour pouvoir écraser la résistance grecque. Et donc, ils ont réussi à prendre Salonique, et l'ensemble des Juifs, puisque l'ensemble des Juifs de Salonique étaient juifs judéo-espagnols, et ils ont été déportés grâce aux Italiens, l'appel des Italiens, l'appel au secours vers les Allemands. Donc
Donc on peut comprendre quand même, avec ce film d'ailleurs, et puis en faisant des digressions et surtout des déclinaisons, hein, comme en allemand, des déclinaisons, que finalement, il y a toute une histoire qui se dessine, et une histoire du fascisme, et que le fascisme italien, qui est le fascisme premier, puisque le fascisme vient de l'italien, a été bonifié par le nazisme. On voit que finalement, dans ce film, qui est absolument extraordinaire, d'un point de vue symbolique, comme dans tous les films italiens de De Sica, Miracle à Milan, ou pour dire Le voleur de bicyclette, qui est aussi un autre thème, mais aussi un thème très fort, et puis Umberto D, etc., sur la vieillesse, etc. Donc, il arrive finalement à faire le tour de tous les problèmes humains qui se dessinent pour l'homme, et je trouve que De Sica est absolument extraordinaire dans ce film. C'est un film qui m'a complètement bouleversé. Moi, je suis venu, je n'ai pas vu le film là, mais je l'ai vu plusieurs fois, et je voulais écouter ce qu'on allait dire là-dessus, et je trouve que je suis toujours absolument enchanté par ce film extraordinaire. Je vous remercie de m'avoir laissé parler. Ce n'est pas par hasard que Orson Welles considérait De Sica comme son maître, les plus grands cinéastes. Orson Welles. Oui, il a le La avec dernière Roberto intervention, Rossellini. parce qu'on n'a que 5 minutes. Je me permets un petit bémol quand même. Ne sont pas présents dans le film ni les luttes très importantes qu'il y a eu pendant le Rosso avant l'enfer et la marche de Rome, pas plus que n'est présente soit la résistance clandestine, soit la guerre partisane. Bien sûr. Voilà. On ne pouvait pas tout mettre. Oui, non, mais ça ne retire rien aux éléments de consensus. Non, mais vous avez raison. De dire dans la Bien sûr. société italienne. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Je pense que C'est- il faut laisser. C'est Bah, d'ailleurs je une pense remarque très qu'on est culturelle. obligé de laisser la salle parce qu'il commence à 17 minutes. Merci, bonsoir. Non, c'est vrai.